François Bon, les carnets, si je compte bien, on est mercredi. Si là, on est mercredi, ça veut dire que je l'ai enregistré mardi. Et il se passe quoi pour moi le mardi soir, 19h pile, je commence à parler en direct pendant 25 minutes. Ça s'appelle Atelier du mardi. Tiers-livre les mardis de tiers-livre, eh bien, c'est le 20e. On a commencé en septembre. Et ça fait partie de ces expériences qui se génèrent à mesure qu'on les fait. Au début, tu te dis, attends, je ne vais pas faire 20 propositions d'écriture, tu ne pourras pas. Mais à mesure. Et là, justement, alors tu vois, on parle personnage, on parle évidemment, c'est la question des déclencheurs d'écriture. Évidemment, toujours, on revient aussi à comment ça tient une phrase. Et la première séance que j'avais fait en septembre dernier, c'était écrire sans ponctuation. Et pour moi, ça reste toujours quelque chose de base, tu vois, comme faire du vélo, puis un jour t'enlèves les roulettes. Si t'enlèves la ponctuation, ce qui fait tenir, c'est l'articulation, c'est le poids, c'est le temps des mots, c'est la façon dont eux-mêmes produisent la conscience de leur articulation syntaxique. Et ce retour toujours, là, cette espèce de... même la séparation des mots, ça s'est pas fait avant l'an 1000 et quelque chose comme ça. Il y avait le stigme, le petit point qui indique... Bon, j'entre pas là, mais comment tu veux ensuite que toi, tu fais ton mardi, sachant que tu as cette chose-là qui va commencer mardi 19h, tu parleras pendant 25 minutes. Ensuite, les gens, ils écrivent pendant 45, 50 minutes, on se retrouve à 8h30, et puis moi, je mets les textes en ligne à mesure qu'ils m'arrivent par mail, et après, on discute pendant 3/4 d'heure, on les lit, et puis là, je ne suis même pas en train de gamberger à ça, j'ai pas spécialement de peur. Il y avait cette question-là du personnage, comment on va avancer? Et puis là, en rangeant le garage, je trouve ça. Philippe Claudel. Alors, Philippe Claudel, moi, en 1998, j'avais publié Prison chez Verdier, et en 1999, à Nancy, je suis tombé sur ce gars qui venait d'écrire 2 livres, un qui s'appelait Meuse, l'oubli, et puis l'autre, un tout petit truc dans une toute petite maison, café de l'Excelsior, et puis tu tombes là, tu te dis, celui-là, c'en est un, quoi, tu vois, la phrase. Et il se trouvait que Philippe, à l'époque, était éducateur à la prison de Nancy. Et, tu vois, alors évidemment, là, ça fait des années qu'on ne s'est pas forcément... revu, croisé, on n'a pas la même vie, on n'a pas eu le même itinéraire. Lui, il a eu le prix Goncourt, puis ensuite, là, maintenant, faire partie des jurés Goncourt. Mais, tu vois, c'est des choses, pour moi, c'est de l'inaltérable. Puis il y a aussi ce bouquin-là sur les odeurs. Et ça, j'en ai parlé plusieurs fois du livre de Philippe Claudel, Parfum, parce que c'est sorti en même temps que mon livre Autobiographie des objets. Lui, c'est un petit peu construit de la même façon, une trentaine de blocs. Et puis, on a 2 blocs qui sont quasiment jumeaux. On a le même âge. Autrefois, tu faisais des rhumes et tout ça, on t'enlevait les amygdales. On te mettait un gros ballon d'éther, là, et puis, tu te réveillais, je sais pas combien de temps après, mais tu avais l'impression que tu n'avais plus de corps. Tu avais juste cette espèce d'odeur obsédante, et puis évidemment après il y avait la douleur. Alors, et même moi ça m'a tarabusté parce que moi je mettais tous ces textes-là sur mon blog à mesure, mais c'est normal. Lui, il y a quoi? Il y a l'odeur du coiffeur, la brillantine. Il y a l'odeur quand son père il fume la gitane de maïs, et puis une fois par an il va mettre du fumier de cheval dans son jardin ouvrier. Quand tu as plus ton père, ces choses-là te retiennent. Comme moi, ça aurait été plutôt l'huile de vidange de boîte de vitesse. Et tout. Enfin, en tout cas, pour moi, Philippe Claudel, côté inaltérable. Je retombe sur cette petite plaquette de Philippe Claudel. Alors, le titre, déjà. Alors, peut-être que justement, une fois que tu as eu le prix Goncourt et tout ça, tu peux tout te permettre. Le titre, c'est une titre. On dirait, des fois, tu dis la page de titre. Lui, c'est un titre qui fait une page. Je vous le lis. Philippe Claudel de l'Académie Goncourt. Ça, c'est l'éditeur. Tu vois, d'ailleurs, sur la page de couve, là, il n'y a pas ça. Hein. De quelques amoureux des livres que la littérature fascinait,
qui aspiraient à devenir écrivains, mais en furent empêchés par diverses raisons qui tenaient aux circonstances, au siècle de leur naissance, à leur caractère, faiblesse, orgueil, lâcheté, mollesse, bravoure, ou bien encore au hasard qui, de la vie, fait son jouet et entre les mains duquel nous ne sommes que de menues créatures vulnérables et chagrines. Voilà. Modestement, c'est le titre. Et tu vois d'ailleurs, il y a super graphisme là, parce que là, ça ne pourrait pas se lire, donc ils ont fait un dégradé de gris, et puis là, qu'est-ce qui apparaît? Ben, là, ce signe. L'esperluette de quelques amoureux des livres que la littérature fascinait, virgule, qui aspiraient à devenir écrivains, mais en furent empêchés par diverses raisons, et voilà. Et on peut dire petit, ouais, petit par le format, mais aussi parce que très rare les textes qui dépassent le format de la page. Mais des pages 114-115, une toute petite intro de Philippe. Il y eut ainsi, depuis des siècles, vivant dans une opaque et insoupçonnable solitude, des créatures qui pensaient que ce qui sourdait de leur cerveau et se traduisait en un assemblage de mots pouvait à l'humanité servir, la consoler, l'émouvoir, l'éclairer. On pardonna beaucoup aux péchés d'orgueil qui animaient ces êtres. On les écouta souvent, on les célébra, parfois, et toujours un second degré d'humour. Mais une fois parti là, tu vois, page 12 à la page 114, ça te fait 102, 102 quoi 102 esperluettes. Et tout le livre, alors pour moi là, tu vois, c'est là où je me suis dit, bah voilà mon atelier d'écriture. Personnage, ouais, un personnage, un petit bloc de 5 lignes, ça fait un personnage, ouais, mais il se passe quoi là? C'est l'éperluette. Esperluette ou éperluette? Je dirais l'un, je dirais l'autre, ça n'a pas d'importance. L'éperluette mise là avec en lettrine, tu vois, grossie là, comme tu vois, moi tu vois bien sur le clavier Word, menu lettrine, cliquer 2 et pof, t'as éperluette qui vient en lettrine, mais c'est boum, un petit coup comme ça. Un coup de ton doigt sur le tambour et tu décharges. Non, pardon, un coup de ton doigt sur le tambour décharge toutes les harmonies. Arthur Rimbaud. Et bien, tout d'un coup, il y a cette espèce de d'élancement. Élancement qui fait que c'est pas un portrait arrêté. Alors lui, évidemment, de situation d'auteur ce soir, là, parce que c'est ça la contradiction, là je gamberge sur ce que je vais leur proposer ce soir, tandis qu'au moment où la vidéo sera en ligne, donc mercredi matin, l'atelier sera passé. Je crois que c'est la 3e fois que là, comme ça, enregistrant un mardi après-midi, c'est une sorte de jeu avec ce qui va se faire tout à l'heure à 19h qui s'établit. Mais si j'ouvre au hasard là, et cette romancière morte il y avait plus de 60 ans, mais dont on ne cessait d'exhumer des inédits et dont le succès public s'amplifiait à mesure des publications. Pas de ponctuation, bien sûr, 3 lignes et demie, mais et ce soir, je vais leur dire, bon, prenez, c'est pas forcément les écrivains, ça peut être les profs de votre lycée, ça peut être les gens du club d'échecs, ça peut être ce que vous voulez, une collection d'humains. Oh bah oui, collection d'humains. Mais au lieu d'en faire des choses immobiles, on va avoir et puis tu tombes, tu te prends le pied là dans le truc, tu te prends le pied dans le tapis et tu te casses la figure. Et juste avec ce et. Et celui qui aurait pu être un immense écrivain s'il n'avait pas eu la femme qu'il avait. Bon, ben des fois ça, je suis pas trop d'accord. Là, celui-là, moi, ça m'intéresse pas. Mais... Et cet homme qui, avant même de publier, avait choisi le pseudonyme de Jean-Noël Sisyphe et qui voyait s'effacer aussitôt de son écran ce qu'il venait d'y écrire. Alors là, il y a une virgule au milieu, Sisyphe, virgule, et il y a un point au bout. Mais il y a toujours un point au bout, même quand il n'y a pas de... Et cet homme qui avait conçu le projet d'un ouvrage où le temps serait exclu, qui n'aurait ni début, ni fin, ni déroulement, et qui ne sut jamais que ce n'était pas un livre qu'il avait imaginé, mais l'univers avant sa création, duquel d'ailleurs il ne faisait pas partie. Et vous voyez, c'est rempli de petits miracles comme ça. Et ce mathématicien, vous voyez, toujours les perlettes. Et toujours ce truc, ça je vais leur insister, commence à prendre les pieds dans le tapis par les perlettes.
Et ce mathématicien qui conçut une intrigue, puis la réduisit en équation, ce qui donna un livre bref et abscon, compréhensible par lui seul. Boum. Sauf que là encore, il y a des virgules. Donc la question de la non-ponctuation, elle est en fait assez secondaire chez lui. Et ce timide japonais, Norio Saanori, qui fut surpris à dévorer des livres dans une librairie du quartier nord d'Okishoka, s'excusant d'avoir englouti le recueil d'haïkus de Funchi en 3 bouchées, prétextant une petite faim subite. Et celui à qui soudain de l'encre se mit à sourdre des doigts, tandis qu'il suait sang et eau devant une page blanche, et qui, ne pouvant plus écrire une seule ligne qui n'était pas immédiatement noyée sous le flot d'encre, termina sa vie comme attraction dans un cirque itinérant de Moravie. Et quand tu fouilles, quand tu te balades, il y en a plein, ceux qui sont vraiment sur des liés là, à toutes les configuration, reconfiguration du livre et de la lecture. Et cet érudit brésilien, auteur de récits légers, qui s'enferma dans sa bibliothèque, laquelle, en plus des siens, contenait 6000 volumes, la plupart originaux, en tout cas fort rares, pour s'y immoler dans le désir de mêler ses cendres et celles de ses livres aux cendres des ouvrages de Dante, Erasme, Cervantes, Pascal, Voltaire et de beaucoup d'autres, afin que rien ne pût jamais les distinguer, ce en quoi il fut exaucé. Et cet autre encore, qui se persuada que parler nuisait à son écriture et qui s'enferma dans un mutisme complet, ce qui provoqua chez lui une surproduction qu'il eut toutes les peines du monde à écouler auprès des éditeurs, obligé qu'il fut alors de faire appel à des revendeurs de bas étage qui l'escroquèrent sans vergogne. Et ce pauvre bégayeur, dont le crayon reprenait infatigablement la même phrase hoquetante et qui ne put jamais, malgré les secours de la médecine et les diverses cures visant à le guérir de son défaut, écrire le grand livre qu'il pensait avoir en lui. Je lis que les courtes. Hein. Et ce romancier dérangé, qui parvint à assassiner en 5 jours 3 académiciens parce que, affirma-t-il, ils voulaient prendre leur place, et à qui on en donna une de place immédiatement dans un asile. Et cet autre, tout aussi fou, qui prétendait que son chef-d'œuvre se logeait dans l'hémisphère gauche de son cerveau, alors qu'il disait n'avoir pour le moment accès qu'au seul hémisphère droit, et qui passa des années à chercher comment aller de l'un à l'autre, et qui finit désemparé par se tirer une balle dans la tête, et laquelle balle trouva quant à elle facilement le chemin qui reliait les 2 hémisphères. Et cet homme qui exerça le métier d'éditeur, mais ne publia aucun des milliers de manuscrits qu'il reçut, car rien, selon lui, ne méritait le papier sur lequel il en aurait fait imprimer un seul, ni le temps que le lecteur aurait consacré à sa lecture, et qui mourut ruiné. Et cet homme qui décrétait qu'un bon romancier ne peut avoir moins de 40 ans et qui mourut d'un accident vasculaire cérébral à 38 alors qu'il venait de se mettre à la tâche. Et celui qui souhaitait qu'on l'oublie et qui fut comblé. Voilà, petite balade dans Philippe Claudel, titre, page, de quelques amoureux des livres que la littérature fascinait et qui aspiraient à devenir écrivains, mais en furent empêchés par quelques diverses raisons qui tenaient aux circonstances, au siècle de leur naissance, etc. etc. Je crois que c'est paru en 2012, repris donc en poche. Et nous, ce soir, ce qu'on va faire, c'est thème, se prendre les pieds dans le tapis à cause de l'éperluette. Hop! Et whoop là, et ça glisse et ça t'embarque. Et finalement, le livre, là, il n'y en a que quelques-uns qui n'ont pas de ponctuation, donc on l'oubliera. Et cet auteur prolifique et reconnu, juré du plus prestigieux des prix littéraires de son pays, passe-toi donc de la pommade à toi tout seul, mon gars, qui c'est ça d'écrire des livres quand il commença à devoir juger ceux des autres. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'est un peu inégal des fois, mais bon, ça rattrape, regarde. Et cet autre qui accumulait les titres de romans, sa veuve en découvrit 5320 à sa mort, tous déposés, mais n'en écrivit jamais aucun. Alors celui-là, je sais où il l'a pris. Tu sais, c'est dans Balzac,
l'introduction au conte drôlatique. En fait, ce qu'il voulait, une introduction, mais en fait qui n'a jamais été publiée parce qu'il n'est pas allé au bout de ces 100, de ces 10 ans de contes drôlatiques. Et il parle d'un gars, là, Philaret, j'ai le livre ici, du coup je l'ai acheté, qui lui était célèbre pour inventer des tas de titres, mais on n'a jamais écrit autant. Tu peux pas écrire sans un imaginaire de la littérature. Et cet imaginaire que tu convoques et tu construis en soubassement là de ta petite phrase qui avance laborieusement, peineusement, qui se confronte au réel, au dur, en atelier d'écriture, c'est aussi notre tâche. Travailler sur comment tu le fabriques par-dessous cet imaginaire qui restera invisible. Et là, des petits bouquins comme ça, c'est à ça que ça nous aide.